Tac, donc salut tout le monde, merci d'être là aujourd'hui. Donc un autre live qui va être différent du précédent, toujours sur le sujet des traders orientés institutionnels, hedge funds, etc. Donc tous ceux qui pratiquent ce métier de manière professionnelle. Donc pour pas qu'il y ait de confusion dans tout ce qui est dans toutes les abréviations amateurs, particuliers, professionnels, tout ça, ce sont juste des mots pour décrire une catégorie de traders, hein. Il n'y a rien de péjoratif là-dedans. Comme ça, les choses sont claires parce que j'ai eu des retours, hein, voilà. Et concernant le live, donc ça va être un premier live d'une série de 3 lives, donc par Julien. Julien qui se présentera tout à l'heure. Et du coup, on va parler, donc il va y avoir un vocabulaire assez spécifique et on va parler vraiment du trading, des produits structurés, de tout ce qui touche le milieu bancaire et institutionnel. Donc, Voilà. n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat tout au long et du live. Et comme ça, moi, je les poserai au fur et à mesure à Julien lorsqu'on fera des micro-pauses. Salut Julien. Hello, donc comme l'a dit Oz, autant que faire se peut, le but de ces petits lives qu'on va partager ensemble, ça va être de démystifier un petit peu le côté, du trading professionnel slash institutionnel. Jay de Derivatives Trading l'a déjà un petit peu fait. Là, ce que je vais vous proposer sur ce premier cours, on va plutôt parler de finalement ce qui est assez palpable pour nous, plus la composante un petit peu trading et vraiment le cœur de marché, le cœur de l'activité du trading, à la fois à quoi ça ressemble un petit peu en hedge fund, à quoi ça va ressembler en salle des marchés quand on bosse pour une banque d'investissement. Et dans les prochains lives, ce qu'on pourra faire éventuellement, c'est par exemple parler des différents acteurs de marché et comment ils impactent le marché. Par exemple, entre une banque centrale et une entreprise qui peuvent tous deux intervenir sur le marché, quelles sont un petit peu leurs prérogatives, leurs outils, leurs contraintes, leurs problématiques, leurs intérêts à venir sur les marchés, et comment est-ce que ça peut nous impacter, nous, entre guillemets, pauvres retail, très directement selon des choix spécifiques que ces différents acteurs de marché-là vont faire. Voilà. Très bien. J'attaque ou pas? Très bien, quand tu veux. Allez, let's go. Si tu peux te Je présenter passe un juste, peu sur les si slides tu, de si tu veux te départ. présenter rapidement. Ouais, bon bonjour à tous. Je m'appelle Julien, donc je suis un petit peu issu de ce côté, institutionnel, au départ. J'ai connu quelques facettes, des métiers de front, pas tous. Heu, 1 chose que j'ai connue, on va dire, c'est le côté, exécution, c'est-à-dire principalement ce qu'on va développer, ce que va être le rôle d'un trader en hedge fund. Je vous ai préparé quelques slides là-dessus, qui est un pur rôle d'exécution, et de traiter la vue des gérants et en aucun cas, entre guillemets, de spéculer. Et aussi pour le compte d'une grande banque française, le côté plutôt, market making, c'est-à-dire vraiment faire de la liquidité, faire des prix pour les clients et pour le marché quand, c'est déployé en ce qu'on appelle en semi-passif, c'est-à-dire, de façon, active pour une bourse et pas pour être contrepartie directe d'un client, de la banque qui est souvent un fonds, ça peut être un assureur, ça peut être toute une gamme d'acteurs, d'intervenants de marché. Et je trade pour compte propre depuis, quasiment le Covid que j'ai subi de plein fer en étant à l'envers quand il s'est déclenché. Donc j'ai un petit peu ces 2 côtés, le côté insti dont on parlera qui est plus sur la face, on va dire compréhension, appréhension du marché et des produits dérivés qui sont à notre portée, et en même temps, j'ai conscience des logiques de prop trading qu'on rencontre, finalement quand on est seul face à ces écrans, hem et qu'on bascule dans ce monde où il faut faire du profit et de la spéculation en ayant raison sur ses analyses. Alors que comme on va le voir, quand on est trader, en salle des marchés, vous avez très, très peu un rôle de spéculation et c'est surtout un rôle d'exécution et de couverture. Voilà, je sais pas si ça Super. suffit en Ah ouais, termes c'est de parfait, c'est parfait, presse. c'est parfait. OK. Bon, il y a le petit disclaimer sur les risques, on va dire que vous lisez très, très vite et que du coup, vous avez eu le temps d'en prendre connaissance. Comme ça, on perd pas de temps là-dessus, je passe assez vite sur les slides. J'ai mis tant de slides de présentation. Donc, on va commencer par les bases parce qu'il y a de plus simple, hein, ça, vous verrez le cours va vachement se complexifier au fur et à mesure. Bon, c'était là mon petit troll, hein, bien sûr, on va pas s'embêter avec tout ça. Ouais, Parce que là, ça serait vraiment méchant de vous faire ça à 10 h du mat. j'avais dit simple, hein.
J'ai menti, j'ai failli à ma mission. Alors bon, du coup, on va traiter principalement des 2 côtés. Comme je vous le disais, le côté hedge fund, le côté banque d'investissement. Je vais commencer par le côté hedge fund, parce que c'est peut-être là où finalement il y a bah, c'est pas péjoratif, mais peut-être le moins à développer. On va commencer déjà par présenter un peu le hedge fund, parce que c'est souvent une structure un petit peu opaque, un terme qu'on invoque un petit peu, à gauche, à droite, sans forcément comprendre ce que fait le hedge fund. Il faut comprendre qu'il y a plusieurs grandes familles de hedge funds. Ça va s'adresser à des investisseurs sophistiqués, c'est-à-dire c'est pas, des gens en général qui ont un billet de 10 000 € à mettre, c'est des gens qui ont une grosse fortune, un gros patrimoine de côté, qui recherchent, de la décorrélation, qui recherchent quelque chose de différent de ce qu'on va retrouver simplement en achetant un ETF S&P, un ETF CAC 40 et cetera. C'est des acteurs de marché qui ont un mandat de trading qui est très large, c'est-à-dire qu'ils peuvent jouer énormément, de phénomènes différents, via énormément de produits financiers différents et sur toutes les classes d'actifs, qui sont imaginables et même celles parfois qu'on ne soupçonne pas. Et le principal intérêt d'un hedge fund pour quelqu'un qui va investir auprès de ce hedge fund, c'est de se décorréler des marchés, d'avoir un gain de diversification et de ne pas subir en fait les fluctuations qu'on peut connaître sur les marchés, comme qu'on a par exemple un Covid où on fait moins 45 points en 3 semaines. On peut comprendre que quelqu'un qui a par exemple vendu sa boîte, qui l'a développée toute sa vie et qui a 10 millions de côté, il a peut-être pas envie de se réveiller un jour en voyant moins 45 sur ces 10 millions qu'il a placés. C'est là que le hedge fund devient intéressant, notamment, pour ce type d'investisseur. Ah oui, j'avais mis cette petite phrase aussi, le coût des, MDR, les hedge funds, ils font, 20 par an en moyenne, moi je suis meilleur. Faut bien se mettre, dans le contexte d'un hedge fund qui a un mandat déjà qui est très particulier, qui est défini à l'amont, heu sur la plaquette du fonds, on va dire. Il a une stratégie, une approche à respecter, mais surtout, il faut voir que, faire, 500 de 500 € avec du levier 500, c'est pas la même chose que faire 2 sur 5 milliards. Personnellement, je préfère les 2 dans ce cas-là. Donc je vous ai mis, un petit peu ce qui s'est passé, par exemple, pendant le covid. On voit qu'on a effectivement une décorrélation de l'impact sur les hedge funds, où on a des marchés d'indices mondiaux qui ont décroché, certains plus fortement que d'autres, alors que l'index des global hedge funds, on voit, était beaucoup plus stable sur la période. Il a certes un petit peu accusé le coup, mais il traverse quand même ce qui a été un énorme choc de marché, avec un marché qui s'est arraché très, très vite. Il le traverse finalement, sans perte et fracas. Donc on voit bien ici cet avantage, cette recherche de décorrélation et à quel point le hedge fund, l'investissement en hedge fund va permettre de remplir, d'atteindre cet objectif-là. Alors, tout se paye, il n'y a pas de rendement sans risque, et inversement. Forcément, derrière, quand la bourse rebondit de 60, l'industrie des hedge funds n'a pas rebondi aussi fort, mais on ne peut pas tout avoir. Et comme je vous le dis, si on se remet dans la peau un petit peu d'un mec qui a 10 millions de côté, il préfère peut-être passer à côté d'une partie des 60 du rebond et ne pas s'être réveillé un matin, avoir vu qu'il perdait 5 millions et avoir contracté immédiatement 5 ulcères. Donc pour les sources de cet index Global Hedge Fund, je vous ai sourcé au maximum, tout ce que je vais faire apparaître dans ce slide pour que vous puissiez aller le retrouver de votre côté. J'ai fait une moyenne des indices de hedge fund, de Aurum, de la Barclays, de Eureka et du site HFRX. Les grandes familles de hedge funds, on va dire les grandes stratégies de hedge fund, la plus connue peut-être en général, c'est le global macro, plus connu parce que beaucoup des grands fonds d'investissement aujourd'hui, ce sont des fonds qui sont global macro. C'est un terme assez large, hein, un petit peu fourre-tout, qui définit pas extrêmement bien le mandat, mais l'idée en gros, c'est tout simplement des fonds qui vont chercher à jouer les grandes tendances, les grands mouvements économiques, qui peuvent se mettre en place sur certaines économies, privilégier par exemple, de façon, temporaire un investissement sur l'Europe ou sur les marchés émergents ou sur les États-Unis, ce genre de choses. Et avec un mandat, un univers d'investissement qui est très large puisque pour exprimer cette vue sur les grandes tendances, on peut très bien aller jouer une action, comme se positionner sur une matière première, peut-être pourquoi pas jouer de l'obligataire, du FX. En général, c'est des fonds assez touche à tout. Vous avez après une famille qui est peut-être aussi une des plus connues, qui sont les fonds directionnels. Là, c'est vraiment du trading directionnel. On essaye de gagner en s'investissant sur une direction que les marchés sont supposés prendre à plus ou moins court terme. Vous allez avoir différentes sous-stratégies encore là-dedans, par exemple le long short,
où on va construire un portefeuille, où on met d'un côté, des positions acheteuses et en face, on va mettre des positions vendeuses. Ça peut se faire, par exemple, sur des titres. Vous faites un arbitrage entre des titres que vous pensez surévalués et des titres que vous pensez sous-évalués. Ça permet, si vous voulez, même en gardant une optique directionnelle, ça peut permettre une première couche entre guillemets de couverture puisque vous avez une partie du portefeuille acheteuse, l'autre qui est vendeuse. Ça peut comme ça vous construire un petit hedge. Vous avez ensuite la famille du relative value. Alors là, on va plutôt chercher à exploiter tout ce qui est inefficience de marché, petites anomalies de marché. C'est une approche qui est pas mal répandue également côté hedge fund. Vous avez notamment le pair trading, où on essaye de jouer des anomalies directement entre deux assets. Ça peut se rapprocher, tout ce qui est pair trading, spread trading, par exemple, jouer Renault contre Peugeot. Vous faites un ratio de performance, un ratio d'évolution entre ces deux boîtes. Et sur la base de différents modèles mathématiques, quand vous estimez qu'il y a un petit peu, on va dire, un trade contrarien à prendre, un retour à la moyenne à faire, entre guillemets, que ça devrait corriger peut-être pour employer un terme moins savant, vous allez jouer cette correction justement de la relation qu'il y a entre les 2 valeurs. Ensuite, vous avez toutes les grandes familles de event driven. Alors là, c'est surtout des événements très spécifiques qu'on va appeler corporate, donc qui vont toucher des boîtes de façon assez directement, comme les M&A, donc la fusion-acquisition, les restructurations de boîtes, pourquoi pas les faillites, hein. Il y a des fonds qui sont spécialisés là-dessus, par exemple sur le distressed, s'investir sur des boîtes, sur des titres de dette, des obligations d'entreprises ou même d'États qui sont en quasi-faillite, et essayer derrière d'en tirer le maximum. Et on a également des fonds multistratégies qui, eux, vont répartir en sous-poche d'investissement plusieurs exemples des stratégies qu'on vient de voir et qui, du coup, vont se construire un petit peu une approche diversifiée sur tous ces éléments-là. Et une autre grande famille, alors c'est pas une grande famille, mais en assets, parfois, ça pèse assez lourd quand même pour certains, c'est le fund of funds. Le fund of funds, lui, il s'embête pas. Il n'a pas de, entre guillemets, de stratégie qui lui est forcément propre. Il va s'investir dans d'autres hedge funds. Et c'est un peu le maître de la sous-traitance, si vous voulez. Donc il ne va pas réellement se positionner sur les marchés, il va faire des allocations stratégiques sur un panier de hedge funds qu'il va avoir repéré, qui va l'intéresser, qui va lui permettre de développer, de pousser encore plus loin ce vice entre guillemets, ce focus sur la diversification, sur la décorrélation. Le seul, on va dire, un petit peu désavantage, c'est que pour un investisseur, on va payer 2 couches de frais, parce qu'on va payer on va payer les frais du fund of funds, plus le fund of funds, lui, qui va nous répercuter ça forcément, il paye également des fees quand il va s'investir dans les différents fonds. Et donc là, c'est ce qu'on voit, ce que j'ai essayé de représenter un petit peu schématiquement. On imagine un fund of fund, il va s'investir sur les 4 grands hedge funds qu'on a cités là, le GLT Capital, le TPF Management et les 2 autres. Ça, on voit que c'est des fonds qui interviennent sur des stratégies, sur des segments de marché différents. Par exemple, du long short sur action, du crédit en situation un petit peu périlleuse, de l'arbitrage quantitatif, du crédit avec vue macro. Et cette combinaison-là fait qu'au final, on a une allocation qui est très diversifiée. C'est un peu l'idée du fund of fund. Généralement, pareil, le fund of fund, ça va s'adresser à une clientèle institutionnelle ou vraiment de très, très gros investisseurs. Pour parler un peu plus de l'industrie des hedge funds, je vous ai trouvé toutes ces petites datas intéressantes. Vous voyez ici, on va peut-être prendre ça, c'est le nombre de fonds par famille de marché dont vous avez la légende ici. On voit que pour l'instant, ceux qui sont le plus largement représentés sur ce data provider, en tout cas, c'est les fonds equity long short. Et on voit qu'en termes de notionnel, enfin en termes d'AUM, c'est-à-dire d'actifs qu'ils ont sous gestion, bon, on a évidemment l'equity long short qui pèse très lourd, mais on a d'autres familles comme les multistratégies qui pèsent assez lourd, les fonds macro qui sont lourds, les fonds entre guillemets directionnels avec une vue plutôt haussière qui sont nombreux, mais parce que c'est aussi un des produits de marché, on va dire, les plus accessibles, hein, et où de la levée de fonds, de la collecte d'investissement peut se faire assez facilement. Grosse poussée récemment également des fonds quantitatifs depuis 10-15 ans. Et là, ce qui était également intéressant de regarder, on a les performances de ces différentes grandes familles de hedge funds sur plusieurs horizons de temps, à 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. On voit que c'est pas toujours les mêmes entre guillemets qui tiennent la tête du podium. Il y a quand même une petite tendance sur les fonds multistratégie qui est finalement pas si surprenant que ça, puisque comme ils sont multistratégie, le marché, il faut le voir un petit peu
pourrait dire presque comme une vague, hein, comme un océan. Les vagues sont pas toujours les mêmes, l'environnement de navigation est pas toujours le même et du coup, la flexibilité que permet une approche multistratégie permet entre guillemets un petit peu de se hisser vers le haut puisque selon la condition de marché qu'on a en face de nous, comme on n'est pas coincé sur une seule stratégie, propre, définie et limitée, on peut, fonction de la condition de marché, faire opérer plus ou moins la bascule vers le segment de marché, vers la stratégie de marché qui va le mieux s'en tirer, face à l'environnement auquel on est confronté. On voit qu'on a, des choses qui bougent pas mal, hein. Ces dernières années, par exemple, on a des fonds quantitatifs qui ont beaucoup performé. Le HF Composite, c'est un peu la moyenne de tous les hedge funds, de toute l'industrie, de toutes les grandes familles de stratégies. Et puis là, vous avez alors dans le détail un peu plus poussé, puisque là, c'est des grandes performances que vous avez ici à gauche. On a dans le détail un petit peu, en bas à droite, le détail des performances, pondérées par exemple par l'AUM, donc par l'asset under management, les actifs sous gestion, avec, les performances moyennes et médianes de ces différentes grandes familles, de fonds. Et on voit bien que sur, on va dire, la moyenne de l'industrie, voilà, on est sur des rendements, qui sont assez variables, qui ont quand même un petit peu de volatilité, qui sont parfois aussi assez éloignés de ce que peut produire la bourse. Heu, on voit qu'il y a 12 mois, je pense qu'on doit avoir un S&P, je voudrais pas dire de bêtises, surtout que là, ça a pas mal bougé ces derniers jours, mais à 12 mois, on doit peut-être avoir un S&P qui fait 20-25 points. Là, on a des hedge funds qui, en moyenne, vont faire que 12 points. Mais forcément, la vol en face va pas être la même. Je vous ai remis la source une fois de plus pour ceux qui voudront aller creuser de leur côté. Heu, on n'a pas accès à tout parce que la data est payante et elle coûte vite très, très cher chez eux. Mais vous avez quand même accès à quelques rapports. Là, pareil, toujours un petit peu plus de data sur les hedge funds pour comprendre, un petit peu la structure, l'industrie. On voit ici les évolutions, de ces différents grands indices de hedge funds en fonction de la stratégie sous-jacente, la stratégie qu'ils vont déployer. On voit que les profils sont pas exactement les mêmes. Il y en a qui montent de façon beaucoup plus régulière, il y en a qui subissent plus ou moins, on va dire les événements de marché. Ce qui est intéressant de voir également, sur le côté gauche, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure un petit peu avec cette décorrélation et le fait qu'un investisseur veut peut-être ne pas avoir à subir, hem, les mouvements de marché, la volatilité qu'on peut rencontrer sur les marchés d'actions globaux, comme avec un achat simple d'ETF dont on ne s'occuperait, finalement pas trop. Vous voyez que, en doré, vous avez, on va dire le drawdown pour le simplifier qui a été enregistré par, l'industrie des hedge funds et en bleu, ce que vous avez, c'est ce qui a été fait par les marchés d'actions et on voit qu'il y a quand même une très nette réduction de la volatilité, des drawdowns subis côté hedge fund par rapport à ce qu'on peut, se manger quand on est directement investi sur les actions. Ça, je vous l'avais mis, mais je pense que je vais passer assez vite dessus parce que le problème, c'est que je vous ai mis tellement de petits contenus que si je perds un quart d'heure là-dessus, après, on va avoir l'épée dans les reins, au niveau du temps. C'est pour vous montrer un petit peu, pour vous en parler rapidement, par rapport aux différentes familles de hedge funds, un petit peu quelle est la structure de rendement. Il y en a qui génèrent, plus de bêta, plus de return, donc simplement ça c'est la performance, globale qui est générée par le fonds. Mais on voit ici, si on se fie uniquement aux couleurs pour faire la chose assez simplement, on voit que les structures, on va dire là d'où provient l'argent, là d'où provient le bénéfice, selon la stratégie sous-jacente, on voit que c'est pas du tout les mêmes répartitions. Il y en a qui génèrent beaucoup plus d'alpha, donc beaucoup plus de surperformance par rapport au marché. Il y en a qui ont du bêta, donc qui vont plus avoir une tendance à amplifier les variations de marché, également amplifier, de la vol. Je simplifie, énormément pour qu'on passe vite dessus. Mais je trouvais ça intéressant quand même de vous montrer ces différents profils, liés tout simplement aux stratégies sous-jacentes qui sont déployées par ces fonds. Là, on a une matrice de corrélation, donc à quel point ces différentes stratégies sont corrélées et entre elles et par rapport aux actions. C'est également ça qui est intéressant d'observer. Forcément, par exemple, des fonds, qui ont plutôt une orientation acheteuse sur les marchés, heu on voit le ratio de corrélation qui est tout à fait énorme. Donc là, sur cette approche-là, il n'y a pas un gros gain de décorrélation qui est permis. En général, c'est des fonds qui restent acheteurs, qui vont pas forcément repasser cash, qui vont pas forcément, se couvrir. Il y en a une partie qui le feront via option, mais voilà, souvent, c'est des fonds qui vont subir de plein fer l'évolution du marché. Là où, bah, par exemple, du crédit, forcément, on commence à se décorréler. On voit les fonds multistratégie, comme on disait, qui peut s'allouer sur divers éléments. On voit qu'il va également finalement proposer une corrélation, qui est un peu plus faible, heu et ainsi de suite.
Là, bon, c'est le rapport bêta, mais pareil, je vais finalement, je vais peut-être faire un peu l'impasse dessus. On voit quand même les fonds qui vont présenter le plus de vol, le plus de rendement. Et si vous avez ce qui est intéressant, c'est que la matrice, elle était faite et par rapport au bêta sur action et par rapport au bêta, sur l'obligataire. Donc ça montre, c'est un peu le reflet directement de la structure de risque et de vol, pour le résumé de ces différents fonds-là. Donc, petite synthèse sur le nombre de fonds en activité, et l'AUM qu'ils ont, c'est-à-dire les assets sous gestion. Vous avez le nombre de fonds qui est sur, l'axe de gauche et l'AUM qui est sur l'axe de droite. On voit quand même, comme on l'avait vu tout à l'heure, il y a une grosse allocation sur les equity long short, autant en AUM que dans le nombre de fonds qui traitent ce segment. Et après, voilà, ça va être beaucoup de multistrats, beaucoup de quant, beaucoup de fonds macro, le crédit qui se développe de plus en plus, qui se démocratise aussi de plus en plus. Le fonctionnement du hedge fund, parce que c'est comme on le disait, c'est une industrie, hein, c'est un vrai business et c'est un fonctionnement qui lui est propre. La première barrière en général, qui peut repousser pas mal de monde quand on regarde les rendements, ça va être toutes les fees qui sont appliquées, parce que c'est sûr que si on vous sort, 6 6 de rendement, on va dire, brut, hein, pas net, et qu'en face on vous met 4 de frais, bon, ça devient quand même pas hyper intéressant. Le management fees, ça va être tous les frais de gestion, annuels qui sont en général basés et prélevés directement sur l'asset under management. Par exemple, si on prend un fonds avec 200 millions de dollars et 2 de fees par an, ça va lui faire 4 millions qui vont être prélevés. En général, ça va assurer le fonctionnement de base du fonds. Tout le coût d'infrastructure, l'IT, les salaires, rémunérations, diverses data dont on peut avoir besoin, bureau, tout ce qu'on veut. Vous avez ensuite le performance fee. Ça, c'est tous les frais de perf qui vont être basés sur la performance que le fonds va réussir à délivrer. Historiquement, ce qu'on connaît beaucoup, c'est le 220, 2% de frais sur l'AUM et 20% de frais sur la performance. Alors maintenant, c'est un peu plus dur à faire passer parce que l'industrie est devenue beaucoup plus compétitive et il y en a qui ont pas hésité à casser entre guillemets les prix. Euh, donc forcément, proposer un 220, c'est pas aussi sexy qu'il y a 20 ans. L'idée, c'est que si on a un fonds qui fait une perf de 10%, avec 100 millions générés sur l'année, s'il a ses 10% de performance fee, il va collecter 10 millions de dollars sur ces 100 millions. Ça, c'est une performance fee au sens brut. On va voir que souvent, en fait, elle est bloquée derrière des conditions, avec la haut performance, par exemple, qui est un peu similaire à la performance fee qu'on vient de voir. Sauf que là, on va, en amont, imposer un niveau, pour procéder au prélèvement de cette fee. C'est-à-dire que le fonds, par exemple, il doit délivrer un rendement minimal de 8% avant d'avoir le droit de prélever ses 20% de frais sur ce qu'il va réaliser. Et au-delà de ces 8%, ou seulement à partir de ces 8%, il va avoir le droit de prélever sa FIS. Les deux sont possibles, ça dépend des fonds, mais c'est deux modèles qui sont déployés. Et toujours dans la même logique un petit peu de containment des fees, vous avez le high watermark et le hurdle rate. Le high watermark, le principe derrière le mécanisme, en fait, c'est vous assurer que vous n'allez pas être prélevé si votre gérant, entre guillemets, est mauvais ou si vous avez réalisé une perte. Par exemple, ça va permettre que vous ne soyez pas prélevé, qu'il n'y ait pas de frais de performance qui soient appliqués tant que le fonds ne vous a pas fait repasser au-dessus de votre investissement initial. Si vous achetez une part du fonds à 100 $, qu'elle baisse à 85 et qu'elle remonte à 105 derrière, par exemple, bah, finalement, les frais de performance, ils vont s'appliquer qu'au-dessus des 100 $ et pas sur la remontée que vous avez fait de 85 à 105. Voilà. Et bah, en général, le hurdle rate, hein, pour le résumer simplement, c'est le taux de rendement que votre fonds va devoir réaliser avant de prélever directement ses frais de performance. Si le fonds ne fait que 10% avec un hurdle de 6 sur sa perfi, par exemple, bah, la performance fee, elle va s'appliquer que sur les 4% excédentaires, au-delà du mandat du fonds. Après, vous avez encore d'autres mécanismes qui là servent plus à protéger le fonds. Je pense que certains ont dû voir le film, enfin beaucoup même ont dû voir le film The Big Short, où à un moment le gérant est confronté à des décollectes, des clients qui veulent quitter le fonds, ce qui peut le mettre lui-même en difficulté, parce que bah, si tu as un deal avec une banque, tu as quand même un certain montant de cash à mobiliser en face, et si tu as une décollecte de tes investisseurs, tu peux te retrouver à ne plus forcément avoir les liquidités nécessaires pour honorer, entre guillemets, la marge que te demande la banque. Par exemple, ces mécanismes-là, on va dire, c'est un peu des mécanismes incitatifs qui permettent d'éviter également ce phénomène. Donc, côté redemption, on parlera souvent de redemption fee. L'idée, c'est d'imposer des conditions de rachat ou de sortie du fonds. Il y a par exemple ce qu'on va appeler une période de lock-up, c'est-à-dire
une fenêtre pendant laquelle vous ne pouvez pas quitter le fonds. Faut un préavis, faut demander entre guillemets, «l'aval du gérant». Ça peut être par exemple une période de 1 mois, de 3 mois, de 6 mois. Et on peut également vous imposer des frais de sortie, entre guillemets «classiques», tout simplement pour la décollecte, pour, vous retirer du fonds, ou si vous faites une sortie anticipée, par exemple, heu, bah, vous sortez plus vite que ce qui était prévu, par exemple avec un lock-up de 3 mois, on va vous appliquer des frais, supplémentaires. Ça permet d'éviter qu'on ait des investisseurs qui partent trop tôt, qui paniquent un petit peu, même si normalement, bon, à ce niveau-là, ça n'arrive plus, mais on peut très bien avoir un investisseur qui panique un petit peu et qui veut retirer ses billes. Tout ça, ça peut impacter le fonds, dans sa gestion de position et cetera, dans, hem, sa perception aussi, puisque comme on dit, l'argent appelle l'argent, donc on veut éviter les décollectes. Vous avez le système de gates aussi, où là, bah, c'est un peu à l'inverse du redemption, hein. D'un côté, on voulait plutôt limiter les sorties, mais les entrées, ça peut également être un problème. Ça peut impacter défavorablement la stratégie. Si on a un afflux, soudain et énorme de capitaux, ça peut être compliqué de les répercuter correctement au marché et de faire cette nouvelle allocation dans le marché, sur un horizon de temps assez court, sans impacter le marché en lui-même. Donc voilà, on peut vraiment maîtriser en tant que fonds, les entrées, les sorties du fonds. On peut bloquer quelques mois, on peut mettre ces mécanismes incitatifs en place pour, vous aider un petit peu à favoriser les intérêts du fonds et à ne pas quitter le fonds, de façon, précipitée. Là, je vous avais trouvé rapidement, les profils de performance, de rendement de diverses grandes familles de hedge funds, sur ces dernières années. Donc j'ai pris, sur le site HFRX, on voit un petit peu des profils alors qui sont un petit peu différents. Heu, Par exemple, Eleven Driven qui est pas du tout le même profil que ce qu'on va voir par exemple sur le, macro multistratégie. On voit que le macro a connu une croissance plutôt, heu, je vais dire presque continue. Là, on a un Eleven Driven qui depuis, de janvier 2021 à janvier 2023 était resté plutôt à plat après une grosse envolée, post-Covid. Ça va être pareil en slide suivant où là on a des familles qui divergent un peu plus. On voit qu'on a vraiment des profils de rendement, qui vont varier. Donc c'était pour illustrer une fois de plus un petit peu ces différents rendements, ces décorrélations qu'on va pouvoir trouver en fonction des stratégies sous-jacentes que ces fonds vont déployer et le gain de diversification qu'on va y trouver. 2 grands acteurs des fonds d'investissement, souvent on confond d'ailleurs, on fait un petit peu l'amalgame ou voire certains en abusent, sciemment pour, voilà, embobiner, des gens qui s'y connaissent pas forcément. Vous avez vraiment 2 grands rôles, en fond, le portfolio manager et le trader d'exécution. Le PM, c'est vraiment lui le boss du fonds. Le gérant, c'est le stratège, c'est lui qui va dire sur quoi on va s'investir, quelle doit être la stratégie du fonds, sur quels actifs, quel secteur on va se positionner, via quel produit également, puisque finalement trouver une action qui nous plaît, c'est que la première étape, mais il peut y avoir différentes façons d'exprimer notre vue sur cette action. Acheter l'action en elle-même, jouer des structurés, jouer des produits dérivés, voilà, c'est un arbitrage qui est à faire. Certes, on a l'actif de base, mais quelle stratégie, quelle approche de marché nous permet d'exprimer au mieux la vue de marché, au mieux on va dire le scénario de marché, qu'on veut accrocher. Donc le PM, c'est vraiment lui, le boss, plus le petit côté, management, voilà, gérer les clients, peut-être un peu à l'image de The Big Short quand vous l'avez vu, où il écrit aux investisseurs, qui commencent à paniquer et cetera. Il y a aussi ce côté-là, mais c'est vraiment lui le grand chef du fonds. Là où le trader d'exécution, lui, il est là pour concrétiser la vue du gérant dans le marché. C'est pas le gérant qui va s'amuser à faire son exécution lui-même, à moins d'être vraiment sur un petit fonds. Mais en général, vous avez pas mal de postes qui ont réouvert depuis, 1 an et demi, 2 ans, de traders d'exécution. Pour ceux qui peut-être ont un cursus pro là-dedans et qui suivent un petit peu les offres, il y a une petite réémergence de ces postes-là. Donc lui, vraiment, son rôle, ça va être de dire: «OK, le gérant veut, heu, telle position via tel produit ou alors sur tel sous-jacent et je vais essayer de lui construire au mieux», c'est-à-dire en minimisant l'impact de marché, en le faisant le plus vite possible pour pas que le prix du sous-jacent évolue défavorablement contre moi et bien sûr, bah, en minimisant l'impact de marché parce qu'on ne veut pas non plus, jouer contre le fond. Si on se met à acheter
parlais un petit peu chevalièrement, mais si on se met à acheter comme un gogol et qu'on lifte le prix de l'action contre nous, le gérant, il va nous taper dessus parce qu'on dégrade le prix d'entrée et donc on va dégrader la rentabilité du fonds. Donc côté hedge fund, je réinsiste là-dessus, mais le trader est pas le décisionnaire, c'est vraiment le PM qui est le décisionnaire et qui dit sur quoi on va et de quelle façon on y va et pourquoi on y va. C'est le stratège, c'est lui qui forme la vue de marché et qui fait les grandes allocations du fonds. Là où le trader va toujours être là pour de l'exécution, on va le voir après, sauf dans des plus petites structures, mais le trader est pas là pour exprimer une vue de marché, quoi qu'encore il puisse le faire à un horizon très, très court terme. Si par exemple le gérant veut rentrer sur, heu, BNP, peut-être qu'en tant que trader d'exécution, vous pouvez avoir une vue un petit peu baissière, par exemple à 2 jours et vous dire: «OK, sur admettons les 400 000 stocks que je dois acheter, je vais essayer d'en passer par exemple, 100 000, aujourd'hui et demain, comme je pense que ça va baisser sur les 2 prochains jours, je vais peut-être essayer de garder une grosse partie de ma quantité que je dois traiter, que je dois exécuter sur ces jours-là, en espérant avoir mes actions du coup à un prix un petit peu meilleur à l'achat». Mais c'est toujours un risque, hein. Vous faites cet arbitrage, si l'action évolue défavorablement contre vous, entre guillemets, vous allez devoir courir un petit peu après et vous allez mécaniquement dégrader votre prix d'entrée et le gérant va pas être content, parce que les clients vont pas être contents. Vous avez 2 principaux, cas dans lesquels on va retrouver des traders, on va dire discrétionnaires au sens où on l'entend, qui font ce qu'on fait, nous, à savoir vraiment traiter sur les marchés, de façon active. Vous avez des structures un petit peu type propre firme, qui sont généralement des structures de petite taille, qui se montent souvent entre connaissances collègues. Alors vous avez peut-être quelques grosses structures comme, SMB Capital, Audacity, ce genre de choses, quoiqu'encore pour pas mal d'entre eux, les traders ont pas le capital de la boîte, mais sont forcés un petit peu de traiter en compte propre au départ. Et vous avez après des boîtes spécialisées comme Optiver, comme Flow Traders, qui elles sont des structures de market making. Vous avez vraiment des opérateurs de marché, une structure assez proche de ce qu'on pourrait retrouver finalement en desk d'une banque. Vous n'avez pas vraiment un PM, vous avez des traders qui ont charge de gérer des books, gérer des portefeuilles de trading et de déployer du coup le capital de la boîte sur une activité de market making, faire de la liquidité et se rémunérer de cette façon. C'est très, très, rare exception, c'est les seuls cas où vous allez retrouver, on va dire un trader discrétionnaire, un trader au sens où on l'entend, nous, qui traite directement sur le marché, sur un plan décisionnaire. C'est vraiment uniquement dans ces petites firmes-là ou dans des cas très, très spécifiques. Mais dans la quasi-totalité de l'industrie, vraiment, souvenez-vous que c'est le PM qui est le boss. Après bon, c'est un schéma très, très simple du coup de ce qui va se passer. On a un gérant qui forme sa vue de marché, qui prend une décision de marché, qui dit: «Voilà, il me faut 500 000 actions TPF, et idéalement, il faut que qu'on arrive à les acquérir autour de 58,2 € par titre» et c'est le trader qui va se charger d'aller répercuter ça, de construire cette position, dans le marché, de le faire du mieux possible pour le gérant. On l'a dit, il faut minimiser son impact sur le marché, il faut construire sa position au meilleur prix, il faut faire le maximum pour ne pas jouer contre le fond. Donc à la fois en ne rentrant pas comme un gros buffle sur les marchés et aussi en arrivant à faire cet arbitrage entre construire rapidement ma position et bah, est-ce que je prends un petit peu le temps de voir si le marché, par exemple s'il descend un peu, est-ce que j'arrive à acquérir un petit peu mes stocks au meilleur prix? Et en même temps, est-ce que ça vaut, le coup? Est-ce que est-ce que je suis un peu risque adverse? Est-ce que il y a trop de chances que l'action évolue défavorablement? Auquel cas, voilà, on va plus ou moins speed up un petit peu le process. Le trader d'exécution, dans on va dire des petites structures ou selon on va dire l'architecture qui a été décrite en amont, il peut être collé directement à un PM, il peut être collé directement à un gérant de fonds, mais pour des structures assez grosses, vous allez avoir, une table de négociation. Si on prend le hedge fund Gros Riche Capital, par exemple, qui est composé de divers sous-poches d'investissement, de divers sous, hem, hedge fund, on va dire. Vous avez par exemple le hedge fund LGT, le hedge fund TPF, le hedge fund HA, qui ont chacun un gérant différent, qui déploie entre guillemets «une stratégie et une vue de marché différente». Tous ces gérants-là vont avoir des ordres à exprimer, des vues de marché, des positions qu'ils veulent construire et tous ces ordres vont être centralisés vers la table de négociation du fonds qui, elle, n'est là justement que pour ça, que pour faire de l'exécution et c'est là où vous allez concentrer, les traders. Ça, généralement, c'est la structure que vous allez retrouver dans les plus gros fonds d'investissement, vous prenez Brevan, hem Bridgewater, toutes ces structures-là en général, vous n'avez pas nécessairement un trader qui est affecté à un PM. Vous avez une table d'exécution, une table de négo qui va gérer globalement les ordres de tous les fonds.
puisque là, on est vraiment sur des volumes conséquents et un nombre de PM qui sont également conséquents. Et voilà, on va dire les 2 métiers de la table de négo, c'est soit de se charger elle-même de l'exécution au marché quand c'est possible, soit de faire du RFQ, donc Request for Quote. Quand il vous faut un produit dérivé ou un produit structuré un petit peu spécifique, un petit peu tailor-made, vous allez contacter une banque d'investissement et en fait, vous faites un appel d'offres, hein, très simplement, c'est un appel d'offres et vous allez recevoir des propals. Voilà, Société Générale qui vous propose votre produit à tel prix, sur une telle fenêtre de temps, heu BNP qui vous propose tel prix et puis, bah, après c'est la loi du marché, vous allez nécessairement prendre le plus compétitif, celui qui vous a proposé, le meilleur prix et qui entre guillemets «vous a répondu en premier. Cette slide que j'ai nommée la sainte VWAP parce que alors ça tout le monde me parle du VWAP comme quoi, le trading en hedge fund finalement, sera entre guillemets «basé» que sur du VWAP. Bon, c'est pas exactement vrai. C'est vrai qu'il y a une utilisation quand même, forte du VWAP, mais utilisation ne veut pas dire qu'on ne dépend que du VWAP, puisque le VWAP, c'est très bien, mais il y a aussi une notion de temps. On a des contraintes. Le gérant, il veut peut-être pas non plus qu'on mette, 1 semaine à build une position pour la construire à un prix VWAP et dans les algorithmes en eux-mêmes qui sont utilisés, pour ce qu'on en sait, parce que c'est un univers qui est très black box, je vais vous en reparler un petit peu après. Vous voyez ici sur cette slide, le la répartition d'usage de différents éléments dans les algorithmes. On voit qu'effectivement tout ce qui est notion VWAP, TWAP, c'était pas trop mal représenté, mais un peu comme malheureusement tout ce qui va nous arriver, en tant que particulier, le VWAP, le carnet d'ordre et cetera. Finalement, on se les prend toujours au bout de 10, 15, 20 ans quand ça commence à être un petit peu délaissé, un petit peu moins efficace qu'avant, le temps que ça filtre jusqu'à nous, pauvres mortels. La vérité, c'est qu'il y a énormément d'algorithmes différents. Pareil, depuis tout à l'heure, on parle d'exécution, ça se fait plus tellement à la mano, hein, faut se mettre d'accord là-dessus. C'est surtout, des algos qui vont s'occuper de faire l'exec, en ce sens que, comme on le voit, on a, la proportion de block trade qui sont du coup, on va dire des gros échanges de contrats, des accords de contrepartie qui sont passés, qui a vachement diminué et on a pu réussir à vachement diminuer le block trade volume. Pourquoi? Parce qu'on a des algos de plus en plus efficaces et on voit qu'on a un average trade size qui a également beaucoup diminué. Puisqu'on a effectivement maintenant, et ça je sais que pour avoir un peu survolé le Discord que c'est une, hem, problématique à laquelle vous êtes déjà sensibilisés. On a des algos qui arrivent à traiter très efficacement avec l'utilisation de la microstructure, tout ce qui est, volume, ce qu'on va voir nous finalement quelque part dans le carnet d'ordre. On a des algos qui arrivent à segmenter beaucoup plus efficacement les ordres, donc il y a plus tellement ce besoin de faire du block trade, puisqu'on va réussir à beaucoup mieux écouler les ordres sur la journée et comme on disait tout à l'heure, surtout ce qui est important avec, cette segmentation des ordres de marché, c'est qu'on minimise l'impact qu'on a sur le marché et on ne décale pas trop les cours, on ne laisse pas trop d'empreintes, voilà. Donc tout ça, market share, en gros, qui sont les plus gros acteurs de marché, ceux qui représentent la plus grosse, activité sur le marché. Si vous voulez, le bouquin, d'où ces données-là sont tirées, c'est Algorithmic Trading Method, de Robert Kissel. Côté algo, la vérité sur les algos, c'est que pareil, pour parler un peu chevalièrement, on pourrait presque dire qu'on n'en sait foutrement rien. C'est-à-dire qu'en général, à moins d'être dans l'équipe de quant, l'équipe de dev, qui est spécifiquement, hem, comme on dit taskée, mais qui a la charge, voilà, de développer ces algos d'exécution, vous allez pas trop savoir en tant que trader sur quoi ils tournent. Parce que c'est une tech qui est en fait, qui est tellement sensible, qui est à l'heure actuelle où, bah, on va dire le trading haute fréquence, de par les activités de market making et cetera, c'est tellement un gros business, c'est tellement, important également pour les revenus, des banques. C'est vraiment un domaine black box, c'est très, très sensible, c'est pas une information qui est donnée à tout le monde. Donc vous, généralement, quand vous êtes trader, vous allez avoir quelques grands paramètres de votre algo d'exécution que vous allez pouvoir piloter pour l'adapter un peu, à votre besoin, à la gestion que vous devez en faire, selon pareil si c'est pour écouler un ordre spécifique ou si c'est pour gérer votre book de market making, ça va s'agencer un petit peu différemment. Mais vous allez, voilà, pouvoir juste piloter les grands paramètres en surface, mais en général, avoir le détail du code, vous l'aurez pas. Si vous voulez faire une optimisation vous-même, c'est
alors je n'ai pas la prétention de connaître tous les établissements, mais en général, c'est très, très dur et vous allez plutôt, formuler cette demande à l'équipe de quant ou de dev qui est, en charge justement du dev des algos. Vous allez faire cette remontée-là. Mais c'est vraiment très, très dur de mettre les mains dedans, de savoir sur quoi il tourne. Est-ce que le truc fait de la VWAP? Est-ce qu'il chasse des stops sur CFD? C'est c'est une information qui est assez complexe, à obtenir. En général, vous avez connaissance que des grandes lignes, de ce que va faire l'algo et l'idée bien sûr, c'est d'éviter que si vous partez à la concurrence, parce qu'il y a une assez grande mobilité dans les banques, hein, ça reste un univers très compétitif. L'idée, c'est que si vous partez à la concurrence, vous ne pouvez pas amener avec vous, une information trop sensible. Même si techniquement vous êtes tenu par des contrats qui vont vous suivre, on ne sait jamais ce que vous pourriez dire en off, hein, et après ça sera toujours très difficile à prouver. L'idée, c'est que voilà, vous ne puissiez pas mettre à mal le business de la banque de ce côté-là. Pour moi, c'est le principal qu'il y avait à dire sur le trading en hedge fund, puisque bah, comme on l'a vu finalement, c'est avant tout le PM qui fait les décisions et le PM va se baser sur ce qu'il veut en fonction de sa strat, hein. Est-ce qu'il va être sur de l'equity long short? Est-ce qu'il veut faire du market neutral? Est-ce que ça se paie, c'est le crédit? Est-ce que c'est un fonds quantitatif qui va du coup surtout aller jouer du côté matheux? Côté banque, maintenant un petit peu, histoire de poser un petit peu le décor, planter le décor, je vous ai pris directement des données qui viennent de 10K, 10Q, donc c'est des documents réglementaires que, les entreprises cotées, mais particulièrement les banques, sont tenues de déposer auprès de la SEC, hein. Heu, Ça correspond à nos publications, trimestrielles et annuelles. Ce qui est intéressant de noter par rapport au bilan des banques et ce qu'on va pouvoir en dire, c'est qu'on voit que sur 253 journées d'activité ici, j'ai pris les périodes 2019-2020. Pourquoi? Parce que, bah, c'est les périodes covid, donc c'est intéressant de voir ce qui s'est passé pour la banque, sur un tel «choc de marché» entre guillemets. Là, on prend Goldman Sachs, donc le on va dire le spécialiste des coups fourrés. Je déconne un petit peu avec ça, mais on prend quand même une des plus grosses, maisons du secteur, hein. On voit que la banque, même, sur 2020 qui a été une année particulièrement éprouvante, et périlleuse, puisqu'il y a beaucoup de hedge funds qui ont sauté cette année-là, on voit que sur 253 journées d'activité, la banque, elle a réalisé un gain 229 jours, elle a enregistré des pertes que 24 jours. Et ce qui est intéressant de voir aussi, ce que je vous ai mis sur le graphique de droite, c'est qu'on a une très, très grosse asymétrie dans la distribution du PNL, dans la distribution des gains et pertes de la banque. On voit clairement, bah, même les journées où elle perd, finalement, elle a pas perdu tant que ça. Et par contre, les journées où elle gagne beaucoup. On voit qu'il y a, par exemple, on a quasiment 20 journées, où la banque, va gagner, on va dire 19 jours où la banque va gagner, 100 millions de dollars. Et là, vous voyez pareil la distribution entre 100 et 75, entre 75 et 50. Donc on a une très, très grosse asymétrie, du profil de PNL de la banque, malgré une année particulièrement, complexe et qui a pris beaucoup de monde de court. Donc ça nous laisse une banque qui gagne 90 du temps et on va voir que c'est pas un hasard si la banque, arrive à gagner quand tout va mal. Heu, Comme on dit un peu au Monopoly, la banque ne perd jamais entre guillemets, sauf Lehman Brothers, mais on va voir qu'il y a des raisons à ça. Ce que fait la banque pour, entre guillemets, «éviter de sauter» comme ça quand il y a des événements de marché, un peu complexes, ce qu'on voit quand on s'amuse un petit peu à éplucher, les 10K, les 10Q, les divers éléments, documents des banques, c'est qu'il y a une très, très grosse diversification des activités de marché, auprès de la banque. Il y a différents pôles qui génèrent des revenus. On l'a dit tout à l'heure avec le principe un petit peu de vague, vous vous souvenez s'exposant justement en ayant des équipes qui peuvent traiter ces diverses, phases de marché, ça lui permet de jamais être collé sur une stratégie et de pas être coincé sur le segment de marché, bah, qui réagit mal, à la phase de marché en cours. Et on voit ici, alors on a techniquement beaucoup d'infos à décortiquer. On voit les activités, le market making, donc dans les pôles générateurs de revenus. On voit que le market making, c'est quand même un pôle énorme, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, pour bien insister sur à quel point c'est une activité qui va être sensible. Là, vous avez un peu le breakdown. On considère 4 grands pôles de marché. L'investment banking, l'activité global markets qui est peut-être de loin la plus grosse de GS, l'asset management, le consumer and wealth management avec chaque fois le breakdown du coup des activités, de ce qui va rentrer dedans, de ce qui va générer du revenu. Vous voyez, investment banking, global markets, là on a quand même un chiffre qui qui est quasiment, lunaire, hein.
Mais du coup, voilà, quand on se bat dans tout ça, on comprend un petit peu mieux le business de la banque, quels sont ses coûts, quels sont ses revenus, sur quoi elle les fait, comment elle les fait, pourquoi elle arrive à avoir cette asymétrie positive, dans son PNL. Et on voit que, si on prend le portefeuille de Global Markets de la GS, heu, on a 844 milliards d'actifs. Pour en face, on met 40,7 millions d'equity, donc on a quand même une banque qui est en levier, de 20,5 de 20,75, quand on considère ça. Et on va voir juste après que, alors j'ai dû le mettre un peu plus loin, c'est pas grave. Là, pour ceux que ça intéresse, je vais pas le lire histoire de gagner du temps, mais vous pourrez revenir dessus. C'est un petit peu l'explication des différents pôles. Le global market, à quoi ça correspond en termes d'activité, l'asset management, à quoi ça va correspondre. Ils nous le disent, hein, là, dans le global market, on a vu sur le slide juste avant que les fees et le market making, ça pesait lourd. Là, ils nous l'expliquent. Voilà, on fait les prix, on fait les positions, les transactions pour les clients, on fait de la liquidité. Donc pour ceux que ça intéresse, vous avez tout le breakdown. Et là, on arrive du coup à une partie, pareil, peut-être un peu plus illustrée puisque alors ce document-là, je crois qu'il date de 2022, donc c'est pas le dernier actualisé, le petit graphique, mais on voit du coup beaucoup de façon plus palpable, plus concrète, plus visuelle, cette répartition qu'on a de la banque sur différents pôles générateurs de revenus, sur différentes activités. On voit cette diversification, on voit là, c'est plus pour le côté risque, on va dire un peu les contraintes réglementaires en termes de capital que la banque doit mobiliser, tout ce qui est le core equity tier 1, à des actifs, très liquides dont on peut se débarrasser immédiatement si on veut, si on a un besoin de récupérer du cash, pour faire face à un mouvement très adverse de marché. Je le simplifie autant que faire se peut pour pas que ce soit trop obscur. Ça, c'est des contraintes réglementaires que les banques ont, je veux dire à l'échelle mondiale. Les ratios exigés ne sont pas forcément tous les mêmes, mais du coup, ce qui est intéressant une fois qu'on a compris ça, quand on regarde, la VaR, donc la value at risk, qui est on va dire une mesure du risque, de Goldman sur 2020. On voit bien la corrélation qui se fait avec le VIX, donc forcément plus il y a de vol, plus, on va avoir des risques qui vont être croissants, pour les activités de marché. Mais ce qui est intéressant quand on rapporte ça au capital et à ce qu'on a vu juste avant, c'est qu'on a une daily VaR à 95 de confiance, qui est de 94 millions de dollars pour le capital, global propre de la banque qui est de 92 milliards. Donc au final, si on le schématise un petit peu, on a une banque qui risque 0,10 de on va dire de ses avoirs par jour avec un intervalle de confiance de 95. J'ai une petite question La vite VaR, fait, c'est une autre. Julien. Il y a Ouais, chez Goldman la part de gain du coup en trading qu'ils ont par rapport à leurs avoirs, etc. C'est du coup bien inférieur. Enfin, c'est minoritaire. C'est une question de Gigi. c'est-à-dire? Ah, en proportion? Ouais, en proportion par rapport aux hedge funds, etc. J'imagine que c'est ça la question. Sur les Je suis pas sûr de performances. comprendre la question. Ah, est-ce qu'en pourcentage, ils font moins que des hedge funds? Parce que si c'est le cas, ça les Là, activités de trading, je si vais tu te dire veux, sa question. Je vais te dire sa question. Goldman et autres, la part de gain en trading pur est très minoritaire, non? bah, trading pur en ce sens que tu as pas trop le droit de faire du trading, réel, ouais. Ce qu'on a vu, les gains réalisés, c'est surtout, heu, de par les activités pour la clientèle Ah, en fictive. trading directionnel, c'est moi qui ai mal compris la question. Et ça veut dire que Ouais. par exemple sur toutes les activités qu'ils font, le trading directionnel, bah, je crois qu'ils ont même pas le droit d'en faire en fait. Bah, de toute façon, t'imagines avec un portefeuille de 840 milliards, dès que tu rentres quelque part, tu disloques le marché Je et vais puis, acheter bah, du futur Nasdaq à l'open. et on va voir que ça peut avoir des impacts, très concrets, mais alors 2 choses, bah, c'est bien que tu parles des futurs parce que c'est sur le slide, j'avais mis là pour ça. Mais pour oui, je reparle un peu après, mais le point réglementaire effectivement depuis, bah, la crise de 2008, faut savoir que l'activité de prop trading, pour le compte, enfin par et pour le compte des banques, vraiment on lui a cassé les pattes arrière, hein. C'est très, très réglementé. On peut dire que c'est interdit, c'est banni, à tel point que tu prends par exemple, tu avais le fonds Descartes Trading qui était le fonds de la Société Générale, heu comme elle pouvait plus pratiquer réellement de prop trading au sein de la banque, elle a externalisé son activité de prop trading dans un fonds.
c'est vraiment point de vue réglementaire. Vous avez toutes les dernières réglementations, vous avez des réglementations alors qui sont propres à certains pays, vous avez le Dodd-Frank Act, vous avez le Volcker évidemment qui est le plus connu et la loi qui est venue le plus contraindre ce côté-là. Et par rapport à ce que tu disais sur les futurs, j'avais mis ça exprès juste là pour ça. Ce dont il faut bien se rendre compte, c'est que ce qu'on va voir sur le futur, sur les marchés régulés et centralisés, ce n'est qu'une toute petite fraction de ce qui se traite réellement. Le gros des volumes, ça va être passé en OTC, c'est-à-dire conclu directement de banque à banque, des fois de fonds à fonds, généralement c'est de fonds à banque. Donc nous, ce qu'on va voir directement sur le marché, ce n'est qu'une petite portion de l'information. On le voit ici, c'est pour ça que j'avais mis ce slide de gauche. On voit que ce qui est négocié sur les exchanges, on a le chiffre de 665, alors que ce qui est passé en OTC, directement on arrive sur du 18 000, et sur le global, donc ce qu'on appelle le bilatéral OTC, on est sur des notionnels à 337. C'est en millions de dollars. Hein. Ouais. Donc on voit bien la symétrie, ne serait-ce qu'entre 665 qui va être traité sur du marché qui est à notre portée, dont on peut extraire l'information, et de l'OTC dont on n'aura finalement jamais idée. Et l'OTC, pour ceux qui savent pas, ou pour juste clarifier le truc, c'est l'échange direct entre eux, quoi. Il n'y a pas d'exchange. C'est ça. Ouais. Okay. Ouais. Tu fais un deal, on fait un deal nous deux. Toi, tu me dis que tu as besoin, par exemple, admettons l'équivalent d'un futur, par exemple un forward, c'est grosso modo. On pourrait même dire que c'est ça, hein, c'est l'équivalent de ton futur, sauf que c'est un OTC. C'est négocié entre toi et moi. Et je te dis, ok, pour te faire ton forward à tel prix, je te mets tel spread, je demande telle contrepartie, c'est-à-dire je veux que tu provisionnes la position, c'est que tu mettes de la marge, que je sois sûr que si ça perd, tu me fasses pas défaut et que je sois pas collé et je sois pas le seul à être perdant dans l'affaire, quoi. Et ça dit comme ça entre toi. Mais c'est pas un truc que tu verras sur le marché, voire même tu vas voir l'inverse, c'est-à-dire que si moi je te fais cette position, je vais aller me couvrir sur le marché pour pas être exposé aux variations du marché. Et peut-être que tu vas me voir passer sur futur, mais en fait ce que tu vas voir sur le futur, c'est l'inverse de ce qui est réellement en train de se passer. Que moi je suis juste là pour me couvrir, tu vois. Je m'en fous que tu gagnes ou que tu perdes. Moi tout ce que je veux, c'est je te facture le produit que je te fais. Je te mets une fees et je te mets un spread, et puis je me couvre pour pas être sensible à une hausse ou une baisse du marché. Et sur les sites type, je crois que c'était sur la CME, quand vous pouvez consulter ça, les échanges OTC qu'il y avait. Parce que c'est public, hein, les publications des échanges qu'il y a. Public, mais t'es disclose retardé normalement, et ouais. tu vois pas tout, parce que c'est OTC qui va transiter CMA, mais d'accord. Pareil, tu vas avoir en fait accès qu'à une micro-fraction de ce qui est traité réellement. Je sais même pas exactement ce que représentent les OTC proposés par CMA. Tu as une catégorie OTC aussi sur Eurex, mais je crois que c'est en fait un segment très très spécifique en termes de volume et de ce que tu vas voir. Ça représente pas du tout ce qui va passer par le book d'une banque. Parce que c'est des activités, tu vois, par exemple les produits structurés, ça pèse très très lourd. C'est un truc on n'en verra jamais la couleur en réel. C'est jamais une information qu'on va trop réussir à choper de notre côté. Alors attends, j'ai une petite question de Nicolas, vite fait, après je te laisse. Est-ce que c'est vrai que les desks Delta One des banques interviennent massivement sur les futurs pour couvrir leur exposition de vente d'options afin d'être delta neutral? Et connaît-on les volumes passés sur ces acteurs sur les futurs? Volume passé, je pense qu'on paierait tous très très cher pour avoir cette info. Après, en général, le book d'options, enfin des books d'options, c'est pas directement le Delta One qui va le gérer. Le Delta One va plutôt avoir à charge quelques autres produits en général. Je vous en parle juste après, de toute façon, c'est dans les slides qui viennent. Mais après, c'est vrai que pour hedger la composante Delta d'un book d'options, tu as une partie qui va se faire en futur. L'idéal, c'est toujours de mettre des options en face, parce que dans une option, on va le voir, tu as plusieurs sensibilités que tu pourras pas neutraliser avec un FUT. Mais effectivement, avec du futur, ce qui est intéressant, c'est que tu as une grosse profondeur de marché, en général. Donc évidemment, tu vas venir traiter sur du FUT pour hedger une partie dynamique de ton exposition au delta. Après, te dire dans quelle proportion ça va venir taper le marché, je saurais pas te dire, surtout que d'une banque à l'autre, tu as parfois des managements qui sont assez différents et avec des procédés assez différents. Je préfère ne pas sortir un chiffre que de sortir un truc un peu au doigt mouillé, bidon, et peut-être vous induire en erreur à dire une grosse connerie. Et les OTC, du coup, ça fait bouger le marché? Enfin, comment ça se passe, vu que ça se passe en dehors du... Ce qui fait bouger le marché, c'est la couverture que la banque va monter pour se protéger de son OTC. D'accord, ok. D'accord. J'en parle. Après, je fais quelques slides de market making. On va aborder ce côté-là.
Ça, pareil, je vois l'heure qui déroule, je vais passer rapide dessus. C'est globalement les mêmes choses que pour Goldman Sachs, ce qu'on a vu tout à l'heure avec le PNL, sauf que là c'est Morgan Stanley. On voit qu'on reste sur un profil qui est sensiblement proche, hein. Même si on a de la vol qui a explosé, même si on a eu un choc de marché, Morgan Stanley s'en sort pareil haut la main. Quand on rapporte sa value at risk par rapport au capital mobilisé, ça revient à 0,16% de risque, on va dire, qui est en jeu. On a une banque qui a été perdante 2,68% du temps sur l'année. On n'est quand même pas malgré un choc de marché qui, qui moi en tout cas m'a retourné. On voit que la banque, elle, n'a pas eu de problème à traverser ça parce que c'est son corps de métier, c'est de se couvrir, un truc. Donc, on en parlait, le prop trading, c'est une activité qui est plus ou moins morte avec toutes les régulations qu'on suivi la grande crise financière. Désormais, ce que vous allez avoir en desk pour exprimer partiellement une vue de marché, une idée à venir sur quelques jours, c'est essentiellement le R&D quand vous allez être un market maker. Donc, techniquement, je dis bien techniquement, c'est plus possible de monter une Jérôme Kerviel ou comme d'autres traders, de construire de très très grosses positions directionnelles qui mettent en péril l'activité de la banque. D'un point de vue réglementaire et même d'un point de vue contrôle, ça a été pas mal renforcé. Les différents métiers du front, on va aller rapidement dessus. Donc le trader, il va plutôt taper tout ce qui est exécution, vraiment les activités de trading, que ce soit pour des positions de la banque, par exemple sur ses positions de couverture, ou les positions de la clientèle insti quand elle veut passer par le desk de la banque. C'est vraiment le rôle qui va être le plus au contact du marché, qui va vraiment y être confronté tout le temps. Et c'est lui qui va piloter vraiment cette activité de trading et d'exécution pour toutes les activités qui entrent dans le périmètre d'action de la banque. Vous avez le sales, qu'on considère aussi trader, on dit sales trader. Lui, il fait plutôt le côté relation avec la clientèle insti, connaître leurs besoins, comprendre leurs besoins, leurs différents segments d'activité, les appétences de certains clients. Il y a des clients qui ont un petit peu des maraudes, qui veulent plus jouer certains scénarios ou plus jouer certaines stratégies. Donc le rôle du sales, c'est de voir avec le client qu'est-ce qui répond le mieux à son besoin, à sa strat, pour derrière voir avec ses collègues pour lui proposer un produit que la banque va lui faire. Le quant, c'est plutôt le côté dev mathématique, analyse de data, traitement de données. Ça peut être tout un tas de choses, un traitement d'algorithmes, optimisation des modèles. Ça peut être aussi bien sur de l'activité de trading en elle-même que faire du quantitatif pour, par exemple, optimiser les risques. C'est vraiment quant, c'est une catégorie très très large qui peut venir toucher un petit peu à tout derrière. Votre structureur, c'est celui qui va mettre sur pied, c'est un peu votre ingénieur de la salle des marchés, on va dire, c'est lui qui va mettre sur pied tous les produits financiers un peu touchy, un peu complexes, pour répondre justement à des besoins spécifiques que les clients de la banque vont exprimer. Donc, il va vous proposer des assemblages de différents produits, différentes stratégies qui vont se retrouver proposées sous la forme d'un seul produit aux clients, qui permettent de jouer du coup des scénarios très spécifiques, comme de la dispersion de volatilité, jouer des arbitrages de vol entre, par exemple, un panier d'actions et un indice, jouer, par exemple, des corrélations entre différentes boîtes, jouer des phénomènes très divers, jouer ce qu'on appelle du reflation, donc un scénario particulier sur l'inflation, etc. Et souvent, vous avez qui est adossé à tout ça la recherche. Alors des fois, c'est un peu collé au mid, mais de plus en plus, je crois que ça se déplace vers le front. Tous ceux qui vont faire de la recherche qui va soit profiter à la clientèle, mais également aux traders, pour qu'ils puissent mieux appréhender la journée, la semaine à venir sur les différents produits dont ils ont la charge, les différents segments de marché qu'ils vont avoir à traiter, histoire qu'ils puissent un peu mieux naviguer. Schéma ô combien classique et moche un peu de la structure que va avoir une salle des marchés avec le front. On voit du coup qu'on a le desk de trading qui centralise pas mal d'activités, puisqu'il va avoir la charge de toute l'exécution finalement, de faire les positions au marché. Et vous avez autour un petit peu tout l'univers qui va graviter avec la gestion de risque, les quants, les sales, d'autres quants, les économies, donc plus une partie par exemple recherche, etc. Et tout ça va tourner en permanence, et ça vous représente assez bien tous les flux qu'il peut y avoir en fait au sein d'une banque, au sein d'une salle des marchés. Le truc, c'est que nous, en tant que trader particulier, la difficulté qu'on a, et c'est pour ça que c'est immensément respectable de vouloir se lancer dans le trading compte propre, c'est que tous ces petits rôles-là qu'on vient de voir, enfin, je dis petit rôle, mais à chaque fois c'est un vrai métier qui est en plus salement complexe en général, on doit assurer tous ces trucs à la fois. Parce qu'il faut qu'on développe nos stratégies de trading, il faut qu'on fasse l'analyse sur nos produits, il faut qu'on arrive à former une vue de marché, il faut qu'on s'occupe de gérer notre risque,
faut qu'on s'occupe de faire un peu le côté quant, c'est-à-dire développer la strat, l'optimiser, regarder si on a vraiment, un avantage de marché, dans quel point on est rentable, à quel point, là je suis face à tel type de marché, bah, quelle stratégie va être la plus adaptée et cetera. Donc en fait, on voit bien qu'en tant que trader particulier, on a un boulot monstre à fournir qui, à l'échelle d'une salle des marchés, est réparti sur plusieurs personnes, mais que nous, on doit gérer, solo pipo en face de nos écrans. La chaîne un petit peu du sales, pareil, j'essaie de faire des schémas assez simples. On a le client qui va commencer par contacter la banque, il a un besoin, une idée à jouer qui est assez précise. Le sales va demander par exemple à un stratégiste de la banque, qu'est-ce qui va permettre de mieux coller à la vue du client. Derrière, ça va passer au structureur qui va voir, OK, par rapport à cette idée, comment je peux agencer au mieux mon produit financier pour que ça colle, à cet impératif, aux besoins du client. Après votre trader, il va aller, heu enfin votre structure, on va aller voir avec le trader, OK, par rapport à tout ce qu'on doit mettre en place, tous les produits qu'on doit assembler, combiner, à quel prix tu arrives à me les faire, à quel prix on arrive à faire ça au marché et combien ça va te coûter, entre guillemets, «de couvrir tout ça», puisque comme on l'a vu, il y a une grosse, notion de hedge, qui va être proposée et une fois qu'on a toute cette chaîne, on peut revenir vers le client, voilà et lui dire: «Voilà, on te propose tel prix pour le produit. Est-ce qu'on deal? Est-ce qu'on deal pas? Est-ce que ça te va? Est-ce que ça te va pas?» Donc dans l'idée, il faut bien se dire que, le trader, ce qu'il va devoir prendre en compte là-dedans, parce que le structureur propose un produit, un assemblage, une combinaison de différents produits financiers pour former le produit structuré qu'on va aller proposer au client ainsi. Mais pour monter tout ce produit, il y a des coûts forcément, que ce soit du côté OTC de la banque et surtout du côté couverture. Généralement, c'est un des éléments qui pèsent les plus lourds. Donc, le structureur va se concerter avec le trader, voir OK, pour hedger par exemple ce qu'on disait tout à l'heure, le delta ou pour hedger, ta sensibilité, à la vol, combien sur la durée de vie du produit, admettons qu'on fait un produit à 5 ans, combien ça va te coûter à ton avis? Combien de floues il faut mettre sur le produit pour qu'on puisse hedger tout ça et ne pas être exposé au produit? Donc c'est ce qu'on voit là, pareil schématiquement. Le structureur va simuler en fait les évolutions possibles du produit en fonction du marché et de plein de paramètres différents. Il aboutit en fonction de toutes ces évolutions à un prix, ce qu'on pourrait appeler le fair value, c'est-à-dire le prix auquel, en fait le produit va être, valorisé. Ensuite, on va voir le trader. Le trader, il nous dit combien ça va coûter sur la durée de vie du produit de neutraliser tous les risques pour nous ne pas être sensibles aux variations du marché. Et une fois qu'on a tous ces éléments, on va pouvoir proposer un prix au client. Et donc là, on va lui proposer les 98 de départ, donc qui est la valeur de, on va dire, on pourrait presque dire intrinsèque du produit, les coûts du trader pour hedger tout ça sur la durée de vie du produit et bah, la commission que va prendre la banque, hein. Et puis, bah, du coup, avec tout ça, on va proposer, heu, un prix final au client. Heu et à la fin, ce qu'on regarde essentiellement et ce sur quoi va se faire un peu on pourrait dire le PNL de la banque, c'est, bah, sur les provisions qu'on a mis de côté, combien est-ce que j'ai consommé? C'est-à-dire si par exemple on avait bloqué, 5 000 000 mais qu'on en utilisé que 2,5, bah, c'est des trucs qui vont retourner dans les caisses de la banque et on pourrait dire que c'est un un profit, supplémentaire, hein, qui va être réalisé et si jamais ça s'est mal passé, sur la commission, donc sur mes 1,5 que j'avais prélevé au départ, quand même quel montant de ça j'ai réussi à préserver. Alors les chirurgiens, les traders, c'est des spécialistes. Putain, il va falloir que j'accélère. Les chirurgiens, c'est des spécialistes. Ouais, attends, mais ça va le faire. Vous avez quelques grandes familles et pareil, à chaque fois, c'est subdivisé. Par exemple, tout ce qui est cash, ça va plutôt être, tout ce qui est comptant, tout ce qui est physique, l'achat, la vente de titres, de l'intervention directement sur ces produits-là. On va négocier en général de l'action directement, sur les marchés, pour le compte de la clientèle, pour le compte de la banque et ses besoins de couverture. Vous avez tout le segment dérivé qui a un alors je vous ai mis d'autres techniquement, on rattache tout ce qui est Delta One et le flow, on le rattache, souvent aux dérivés, mais, il y a énormément de sous-familles là-dedans. Donc les dérivés, c'est tous les produits qui ne gravitent qui sont des dérivés forcément, mais du coup qui gravitent autour d'un sous-jacent. C'est-à-dire que votre cash, c'est, Renault. Si vous faites une option, un futur, et cetera sur Renault, c'est un dérivé sur Renault. Le sous-jacent est Renault. Donc, le segment dérivé va traiter toute cette myriade-là de produits financiers qui vont graviter autour, de votre sous-jacent
et ça va traiter l'ensemble de ces produits-là. Le Delta One, pour je ne sais plus qui posait la question tout à l'heure, non, c'est peut-être le desk de trading qui est le plus connu, beaucoup popularisé, je pense, par les affaires Kerviel, et cetera. C'est peut-être le desk de trading de banque qui a été le plus mis en lumière du coup. Généralement, d'où le nom Delta One, ça va traiter des produits qui ont un delta, donc une sensibilité aux variations du sous-jacent, heu, qui est de 1 ou très proche de 1, qui va se valoriser globalement. Si vous voyez le payoff, le graphique de payoff d'un futur, le graphique de payoff d'un futur, on va dire que c'est, je sais pas si vous voyez mon dessin? Ouais. Le graphique de payoff d'un futur, grosso merdo, c'est ça, c'est un produit linéaire, hein, ça monte de 1, vous valorisez ou perdez 1 et pareil quand selon le sens dans lequel vous êtes, ça baisse de 1, vous allez, perdre là-dessus. Et vous avez le flow, donc là, le flow en général, alors c'est un terme assez générique. Généralement, ce qu'on va mettre dans le desk de flow, c'est tous les produits qui vont traiter, de la vol, ou assimilés, donc swap de vol, swap de variance, les swap options par exemple, des swaps ou des options qui vont traiter en général, c'est un truc qui s'est pas mal développé ces dernières années, les swaps de dividendes, les repo swaps, des stratégies de dispersion et généralement le flow, c'est plutôt des produits, un petit peu courte durée de vie et surtout des produits, liquides. Alors le flow, si vous faites vos recherches, vous allez voir, il y a 2 termes, majoritairement employés. La définition que je vous donne avec la vol, c'est celle qu'on retrouve le moins, mais c'est la plus vraie à l'heure actuelle. Mais historiquement, le flow trading, c'est toute l'exécution, tout le trading qui était réalisé pour le compte de la clientèle, pour le compte des fonds et cetera. Mais maintenant et je pense que depuis 10-15 ans dans le vocabulaire, financier, le flow trading, mais au sens flow vol, c'est vraiment toutes les activités de marché sur les dérivés, sur les produits dérivés qui vont venir traiter de la vol ou traiter des phénomènes un petit peu spécifiques comme ça, que ce soit du swap sur taux, tout ce genre d'éléments. En général, dans le flow, vous allez avoir tout ce qui est un petit peu à courte durée de vie et facile à pricer, liquide, c'est facile de faire des prix dessus, c'est facile de rentrer-sortir, par opposition à d'autres desks, vous allez par exemple avoir des structurés complexes, comme du MBS, du CDO, CDS, des crédits default swap, c'est des choses dont on rentre et dont on sort plus difficilement, c'est moins liquide, c'est pas non plus les mêmes horizons de temps en général, et c'est ça qu'on va considérer comme, hors du segment flow. Il y a Jack qui Donc nous demande si c'est les fameux VCF. VCF, Ouais. parce que j'ai 2 définitions de VCF. Est-ce qu'il peut me dire, quelle On va voir. Bah, quelle continue. définition, On va il voir ce colle qu'il il est en clairement, train d'écrire. dessus? Il est en train d'écrire. OK. Vol Control Fund, un type de HF. Ah, les fonds qui contrôlent la volatilité. Des fonds de vol. Là, après, là, on parle spécifiquement de ce qui se fait dans la salle des marchés. Mais c'est pas nécessairement des fonds de vol qui vont, traiter là-dessus, de selon les besoins. En fait, tu as vraiment tous les fonds qui peuvent venir faire appel Ouais. au desk de flow, de produits flow de la banque, Ouais. selon les sensibilités qu'ils veulent hedger. Tu as beaucoup alors pour le peu que j'en sais, mais sur effectivement les fonds dont ils parlent, alors je les connaissais pas exactement sous ce nom-là, mais en général, ils vont traiter directement du VIX et de l'option VIX, et des produits qui gravitent autour du VIX. Ils font pas forcément appel à des desks de flow. Le flow, par exemple, en ce moment, c'est beaucoup porté avec, l'explosion des ETF et ce genre de propal. Mhm. Tu as un très, très gros regain d'intérêt, par exemple, sur des produits qui te permettent de te protéger sur l'aspect dividende, tu vois? Mhm. Ou sur, de par la façon dont certains, ETF sont faits, en fait, tu en as pas forcément qui détiennent les assets correspondants dans le fonds. Tu en as qui vont acheter des swaps ou des produits de ce type et qui, en fait, permettent en fin de journée de récupérer la variation de l'indice sous-jacent. Comme ça, en D'accord. gros, tu peux actualiser la valeur de ton fonds et répliquer l'indice et tu détiens pas les actions, qui permet, de supprimer, pas totalement, mais d'éviter une partie des frais de transaction que tu aurais en ayant cette nécessité d'aller acheter les actions en sous-jacent. Bon, dans l'idée, hein. Bon, du coup, je vous dis, on est des chirurgiens un petit peu, on est des spécialistes. C'est-à-dire qu'en général, un trader, il va être assigné vraiment un segment de marché spécifique, quelque chose d'assez précis. L'idée pour la banque, c'est toujours de développer un avantage, comparatif et compétitif par rapport à ses concurrents. Donc s'il y a un mec, vous le mettez pendant 15 ans sur des actions, pendant 15 ans, vous avez un mec qui a vraiment compris son business, qui est entre guillemets «spécialiste», qui a développé un petit avantage
Et puisque vous avez cette meilleure compréhension, vous avez un avantage sur le concurrent qui, lui, est peut-être un peu plus à la traîne ou a sous-estimé tel ou tel élément. Donc, vous pouvez proposer, un prix, un service plus attractif, plus compétitif à vos clients et c'est comme ça que vous allez amasser du business. Parce que le fonds, par exemple, votre fonds qui est votre client, ce qu'il va regarder, c'est, bah, pour tel produit que je te demande, combien tu me fais payer? Si la banque, concurrente lui propose un prix qui est largement en dessous du vôtre, il y aura pas de question, d'amitié ou quoi. Souvent, on va parler front book et back book. Alors, ça n'a rien à voir avec les brokers, hein, il y a pas de b-book, là, faites pas l'amalgame. En général, le front book, c'est là où on va concentrer, toutes les positions qui sont là pour la clientèle institutionnelle, qu'on doit traiter, toute la partie gestion, exécution de ces positions, le côté un petit peu débouclage de ces positions, quand il faut aller les couvrir. C'est un book qui est surtout piloté avec une vision court terme et en face, on va mettre le back book où là, on a plutôt des positions détenues à plus long terme qui vont se retrouver concentrées dans ce book-là. En général, c'est une gestion beaucoup plus tranquille, je dirais. Et c'est notamment dans le backbook qu'on va exploiter le phénomène de RND, de market making. Le RND, c'est qu'on se positionne un petit peu en anticipant des flux qui peuvent se mettre en place, en essayant en fait, en ayant l'idée d'être un peu plus, compétitif. Si on anticipe qu'il va y avoir une grosse demande sur l'action, TPF, bah, si j'en ai rentré pendant 2-3 jours en amont dans mon portefeuille, quand il va y avoir un gros flux, de clients qui va arriver sur cette action, je pourrais leur en proposer à un bon prix et à un bon spread parce que comme j'en ai déjà de mon côté, je ne vais pas avoir besoin d'aller les trouver dans le marché. Donc j'aurai un net avantage par rapport à la concurrence. Les traders, du coup, ça se spécialise et en général, vous allez traiter, il y a pas trop forcément de traders touche à tout. En général, on va vous assigner un segment de marché assez précis, comme avec le petit schéma que je vous mets en bas. C'est-à-dire que le trader, en général, on va le mettre par exemple, qui est toi, tu trader equity. Parmi toutes les actions qui sont, à disposition, tu vas plutôt te spécialiser Europe et au sein de l'Europe, par exemple, ton segment, ça va plutôt être les valeurs bancaires. En général, vous avez ce type de spécialisation, qui va s'opérer. Ce qui est très intéressant, notamment en desk et qui est peut-être une des infos les plus folles qu'on peut avoir, c'est qu'on voit un peu les flux de la clientèle insti et du coup de quoi ils s'engagent, de quoi ils se désengagent et on voit la corrélation directe qu'on peut faire avec les données, les parutions macro. Heu, les gérants, ce qu'ils font, c'est clairement se réallouer en permanence vers des nouveaux secteurs, vers des nouveaux assets qui vont profiter au mieux du contexte macro qui vient ou pas de changer. Ça, c'est je pense une des informations qui est les plus sympas à regarder quand on y a accès. Le RND dont je vous ai pas mal parlé, ça vient directement, avec la loi Volcker qui est venue contraindre les activités de prop trading, mais en même temps, on ne pouvait pas les réduire totalement à néant parce que l'activité de market making serait devenue très compliquée et du coup, ça vous permet on va dire une toute petite allocation de prop trading. Ça vous permet de former une vue de marché, mais dans un cadre très, très précis. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir en justifier, il ne faut pas que ce soit dans un volume, déraisonnable. Il faut pouvoir, «prouver» entre guillemets que sa décision, de se prépositionner sur cette action, ou sur ce tel, XY actif était motivé, par des éléments, tangibles. Donc là pareil, hein, quand je vois l'heure, je fais juste l'impasse sur la lecture, mais je vous ai mis un petit peu les textes, les définitions de Volcker, de ce qu'est du prop trading et à quel point, c'est limité, toutes les règles qui vont encadrer cette demande. Dites-vous vraiment que si on vous prend à faire du du prop trading pour la banque, c'est fini pour vous, hein. Et puis votre manager de toute façon, lui aussi il va vous dégoupiller. Du coup, le Rendy, c'est juste, du prépositionnement, de l'anticipation. Si on se fait un petit exemple, une fois de plus schématique, on a des chiffres échos qui vont sortir dans 3 jours, on sait que le marché va y être sensible, on sait que c'est très regardé, on pense que les données qui vont sortir, que le chiffre qui va sortir va plutôt créer un mouvement haussier, par exemple sur le CAC 40. Donc je vais me prépositionner, par exemple, sur du futur CAC 40, j'en accumule dans mon inventaire. Si vous cherchez un peu sur le market making, on parlera souvent de ça, notamment en anglais. On dit souvent qu'en fait, c'est de l'inventory management, c'est de la gestion d'inventaire, c'est exactement ce qu'est l'activité d'un market maker. Donc, je me suis prépositionné, ma news sort, boum, il y a un gros flux d'acheteurs, mais c'est le marché, forcément. Si j'ai pas assez de pommes pour tout le monde, tous ceux qui veulent acheter des pommes ne pourront pas en avoir, hein, donc on va tirer le prix forcément. Enfin, vous connaissez un peu ce fonctionnement-là. Et moi, l'avantage que j'ai par rapport à d'autres, comme je me suis prépositionné, pardon, c'est que je suis à même d'absorber ce flux et de faire des super prix à mes clients, de leur proposer de la quantité, un spread pas dégueu, un prix entre guillemets «d'entrée» sympa et même pour moi derrière me faire ma couverture et la tenir à jour, ça va être beaucoup plus simple.
Par contre, comme tout, si je me suis prépositionné et puis que finalement ça allait dans le bon sens et que j'ai pas un prix, enfin dans le mauvais sens et que j'ai pas un prix si compétitif que ça, bon bah, pareil, on va un petit peu se faire taper sur les doigts et ça va venir grignoter notre rentabilité en tant que market maker. Alors une autre option, enfin un autre élément dont on parle assez peu, qui est le CRB, le Central Risk Book. L'idée schématique d'un Central Risk Book, c'est d'agréger les risques qui sont inhérents aux différents desks. Ça permet pour la banque d'avoir une meilleure vision, une meilleure compréhension des risques qu'elle a à un instant T et surtout ça permet de mieux déployer le capital de la banque. Pourquoi mieux le déployer? Bah, pour être plus efficient et donc faire plus de fric, hein, il y a pas de mystère. L'idée, c'est qu'on va pouvoir, via le CRB, opérer un petit peu des couvertures naturelles. C'est-à-dire qu'on imagine que moi, je suis short de 100 000 € sur GLT. Il y a Oz qui est acheteur de 90 000 € de notionnel sur GLT sur un autre desk qui est à l'autre bout de moi. Bah, plutôt que de mon côté avoir 100 000 € à bloquer en couverture de mon short de 100 000, je vais utiliser une part du notionnel que détient Oz pour couvrir ma position et peut-être ne bloquer que 30 ou 40 de notionnel de mon côté. Donc, on voit qu'immédiatement, j'ai libéré 60 000 qui peuvent être alloués à une autre activité, à de la génération de revenus et non pas juste à ma couverture. C'est le schéma vraiment, je vous le simplifie au max du CRB. Côté market making, le market maker, le but, c'est de faire de la liquidité dans le marché, fluidifier des échanges. C'est des contraintes légales aussi. La bourse, elle gagne sur quoi? Parce que les bourses, c'est des entreprises, il ne faut pas l'oublier, c'est pas des bons samaritains, ils sont là pour gagner du fric. Ils gagnent du fric quand vous tradez, quand vous passez un ordre. Il y a une commission qui est prélevée par la bourse. Et pour les gérants, qui sont du coup ceux qui vont le plus traiter, ils ont des contraintes réglementaires en termes de liquidité des marchés sur lesquels ils peuvent et doivent s'investir. Et donc, si vous n'avez pas une liquidité qui permet au gérant, entre guillemets, de s'engager, de se désengager sans risque, il ne pourra pas matériellement venir chez vous. Et même s'il le peut, sur le plan légal, il n'aura peut-être pas forcément envie, justement, parce qu'il aura à l'esprit qu'il risque de se faire coller et d'avoir du mal à rentrer et sortir comme il le veut. Le market maker, il déploie ce qu'on va appeler le balance sheet, c'est-à-dire le capital de la boîte. Ici, on va parler de la banque, qui met à disposition du marché et en faisant les prix, on va essayer de collecter chaque fois un petit peu. C'est une activité qui a un gros risk profile, c'est-à-dire qu'on fait des gains qui sont très petits, mais très, 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 très fréquents. Par contre, en général, quand on prend une perte, quand on se fait coller, c'est assez important, sachant qu'on doit faire des two-way, c'est-à-dire on doit proposer le prix des deux côtés, donc sur le bid et sur le ask. Et en général, on prend cette analogie, ramasser des centimes en face d'un truc à vapeur, là, voilà, le nom m'échappe forcément. Je pense que d'autres auront le nom de cet engin. Globalement, c'est ça. C'est l'arbitrage qu'on va faire, c'est réussir à ramasser assez fréquemment des petites pièces, souvent, 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 sans se faire happer par le truc, parce que quand on va se faire happer, on va vraiment prendre une grosse paume, réaliser une grosse perte. Un rouleau compresseur. Merci, merci, merci. Merci le chat. On va distinguer, ouais, c'est clair, toujours à la rescousse. On va distinguer le market maker du liquidity provider en ce sens que ce ne sont pas les mêmes obligations, ce ne sont pas les mêmes approches du marché. Côté liquidity provider, il y a un trading qui est beaucoup plus opportuniste, il peut se déployer un petit peu quand il le veut, il y a un risque qui est plus faible. Il peut très bien proposer de la liquidité de façon sporadique, uniquement quand il décide que c'est intéressant de le faire. Il n'a pas vraiment de grosses obligations. Il y a beaucoup, par exemple, de hedge funds qui sont considérés et qui ont des deals de liquidity provider parce qu'ils font, par exemple, de l'arbitrage ou du quantitatif, qui traitent de gros volumes, et donc ils arrivent à négocier les statuts de LP. Le market maker, lui, il a tout un tas de paramètres qui lui sont imposés et auxquels il doit se plier. Un temps de présence dans le marché, une fermeté qu'il doit proposer sur son bid and ask. On ne peut pas proposer n'importe quel prix bid ask comme on veut, quand on veut. Il y a un certain volume à traiter et à assurer. Il y a un spread à assurer. Il y a des heures de cotation pareil à assurer. Donc, on a beaucoup plus de contraintes en tant que market maker. Contraintes qui peuvent être un petit peu balance par les différents incentives que la bourse va mettre à votre disposition, par exemple des rebates. Et forcément, entre guillemets, plus vous faites bien votre job de market maker, c'est-à-dire plus vous proposez un bid and ask qui est compétitif, plus vous êtes dans le cadre des contraintes que la bourse vous demande, plus vous avez un beau ratio d'exécution, plus vous avez un gros volume traité, un temps de présence dans le marché, même quand c'est un peu difficile, etc., plus la bourse va vous rémunérer, puisque en tant que market maker, alors certains LP aussi, mais en tant que market maker, c'est la norme, vous allez avoir des rebates sur chaque volume que vous allez traiter. Rebates qui peuvent faire une grosse différence, on va dire, à la fin de journée. Je vous ai fait des représentations schématiques après.
Peut-être certains connaissent le payment for order flow. Tout simplement, vous avez un courtier, au lieu de vous envoyer vers un pool, ou vers le marché, et il vous envoie auprès d'un market maker avec qui il est partenaire, heu et le courtier touche une rétro-commission, en fait, sur ce que le market maker va faire. C'est autorisé US, interdit Europe, sauf, alors j'ai plus le nom exactement des pays en tête, parce que ça induit une notion forcément de conflit d'intérêts. On voit ici, hein, par exemple, c'est ce que vous pouvez retrouver dans des documents, que les institutions, pareil, sont tenues de publier, auprès de qui est-ce qu'elles font, du payment for order flow, dans quelle proportion, et cetera. Je vous ai mis différents extraits de documents, par exemple, que vous retrouver auprès de Rex et d'Euronext sur quand si vous voulez faire du market making ou du liquidity providing, les paramètres qui vont être les vôtres, la qualité du spread que vous devez assurer, dans quelle, fréquence, quelle proportion. On voit que là, par exemple, le spread requirement, c'est 10 du bid price ou 2 ticks. Donc un peu des représentations schématiques, des différentes données qui vont impacter la qualité, on va dire, de votre market making. Je l'ai précisé là, c'est un petit moment troll, mais le SMC ne me parlait pas de smart money concept, hein, ça veut pas du tout dire ça là. C'est pour le stressed market condition, quand il y a un choc de marché, une news, un risk event, vous avez des, règles qui s'assouplissent un petit peu. On va pas vous demander, par exemple, de proposer la même taille, dans le carnet que, sur un open, sur une journée normale où il se passe pas grand chose. La bourse, vous prend quand même ça en considération. Pour ceux qui veulent retrouver ce dont je vous parlais avec le routing et le payment for order flow, c'est dans les documents 606. Vous tapez 606 SEC et le nom de la boîte, en général, vous allez trouver tout de suite. Quand on prend le cas, par exemple, de Robinhood, qui a vachement explosé, je pense que quasiment tout le monde le connaît ici, il l'explique assez bien, hein, de toute façon. Une grosse partie des revenus de ce broker, ça vient directement du payment for order flow, c'est-à-dire vous envoyez auprès de market makers partenaires, market makers qui vous font, leur spread, et une partie de ce spread, pardon, vous allez, une partie de ce spread va être versée en rétro-commission directement au broker. Donc on reste sur cette notion un petit peu de conflit d'intérêts qu'on évoquait. Vous voyez les revenus de la boîte, et ça, c'est uniquement les revenus liés au payment for order flow. On ne parle pas des autres activités, et autres axes de rémunération que la boîte peut déployer en parallèle. Et vous voyez qu'on est sur des montants, par exemple, sur le seul mois de décembre, on arrive quasiment à 60 millions de dollars de rétro-commissions, hein, reversées à la boîte par les market makers. Donc d'autres éléments, pareil, que vous pouvez trouver dans les documents, réglementaires Eurex, Euronext, par exemple avec l'order to trade ratio, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de faire le coquin.